messieurs, merci de nous rejoindre sur RTI 1. Bonjour et bienvenue dans cette demi-heure d'information. Sidi Temoko Touré était récemment en Tanzanie. Le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service civique y est allé pour s'inspirer du programme d'intégration des jeunes diplômés de ce pays dans le secteur de l'agriculture. Nous en parlerons dans une dizaine de minutes. La décharge d'Akwedo ne répond plus aux normes. Elle sera donc bientôt fermée et remplacée par un centre d'enfouissement technique à Kosiouin dans la sous-préfecture de Songon. Il s'agit désormais d'une gestion moderne des déchets. Le centre sera opérationnel en juillet prochain. La SEC Mimosa, champion avant terme, s'est offert son grand rival, l'Africa Sport d'Abidjan, par le score de 3-2. C'était hier dimanche 29 avril au stade Robert Champroux de Marcory à l'occasion de la 23e journée de la Ligue 1. La SEC célèbre ainsi son 26e titre de champion de Côte d'Ivoire. Commençons cette édition par le retour du Premier ministre. Vous allez le voir en images. Amadou Gon Coulibaly est rentré hier dimanche de mission. Il était aux États-Unis dans le cadre des assemblées de printemps FMI, Banque mondiale. Et pour l'accueillir à sa descente d'avion, plusieurs membres du gouvernement étaient présents à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny de Port-Bouët. Rendons-nous maintenant à Addis Abeba en Éthiopie où a eu lieu récemment le 2e forum des femmes leaders pour la transformation de l'Afrique. C'était au siège de l'Union africaine en présence du président de la Commission de l'Union, des ministres en charge de la femme, des représentants d'ONU Femmes et des membres fondateurs du réseau, ainsi que les femmes africaines leaders dans divers secteurs. La ministre Maria Tokone y représentait la Côte d'Ivoire. Elle a d'ailleurs présidé la cérémonie qui a marqué le début de 3 jours de travaux qui se sont tenus sous le thème « Les femmes travaillant ensemble pour l'Afrique » que nous souhaitons de l'engagement à l'action. Le reportage de Mamadou Kwasi dans un récit d'Herman Guivet. Et si la transformation de l'Afrique passait par les femmes leaders du continent s'y engagent. Réunies à Addis Abeba au siège de l'Union africaine durant 3 jours, elles définissent des secteurs prioritaires où elles doivent axer leurs actions. C'est le 2e forum des femmes leaders pour la transformation de l'Afrique. La Côte d'Ivoire, pays à l'honneur. La cérémonie d'ouverture a été présidée par la ministre ivoirienne de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité. La crédibilité de notre réseau dépendra du nombre de femmes que nous saurons inspirer. Cette crédibilité dépendra également des chefs d'État et des décideurs qui s'engageront à nos côtés. Elle dépendra également des actions concrètes que nous allons mener pour transformer notre Afrique. Traduire des promesses en action, le réseau des femmes leaders pour la transformation de l'Afrique lance une initiative louable, celle de réunir un fonds pour parvenir à leur autonomisation. Il nous faut passer à l'action pour l'autonomisation économique et financière de la femme. C'est pourquoi je renouvelle mon soutien à l'initiative du réseau de lancer un fonds que cet effort devra être validé par les instances compétentes de l'Union africaine le moment venu. La Côte d'Ivoire est le 2e pays à lancer le réseau des femmes leaders africaines pour galvaniser un mouvement de femmes leaders pour qu'elles jouent un rôle important dans la transformation de l'Afrique par le biais de l'agenda Afrique 2063 et des objectifs de développement durable 2030. Sidi Temoko Touré, lui, était en Tanzanie. Le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service civique y est allé pour s'inspirer du programme d'intégration des jeunes diplômés de ce pays dans le secteur de l'agriculture. Séance d'explication, visite du centre de Kowembe, un centre spécialisé dans la transformation de plusieurs produits agricoles et imprégnation du fonctionnement de l'Institut international de l'agriculture tropicale. Et voilà entre autres les activités qui ont meublé le séjour de Sidi Touré en Tanzanie. Le reportage de notre envoyé spécial Ouattara Amadou Walter. Dans la suite logique de la 3e édition de la Semaine nationale de l'emploi, tenue du 10 au 13 avril dernier, dont les thèmes principaux étaient l'agriculture, secteur d'avenir pour l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes, ainsi que les technologies et innovations pour les jeunes dans l'agri-business. Sidi Temoko Touré multiplie les actions pour exploiter davantage les opportunités d'emploi dans ce secteur. C'est connu de tous, le succès de ce pays repose sur l'agriculture. Selon la FAO, l'agriculture occupe plus de 60% de la population active du pays et contribue de 30 à 35% au PIB ivoirien. Et le ministre compte bien en profiter.
Ici en Tanzanie, précisément à Dar es Salaam, le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service civique a cherché à comprendre le modèle d'intégration des jeunes dans le secteur agricole. Il a visité le centre de Kwembe, spécialisé dans la transformation du manioc, également dans la pisciculture et la cuniculture. Particularité de ce centre, il est exploité par des jeunes diplômés dans des domaines autres que l'agriculture. On y trouve par exemple des statisticiens, des gestionnaires en marketing et commerce. Ces jeunes affirment aimer ce qu'ils exercent comme travail. Pour eux, la jeunesse africaine doit changer de mentalité afin de se prendre en charge. Les jeunes aspirent à avoir du travail au bureau, alors que si l'environnement institutionnel est propice pour encadrer la jeunesse, elle se sentira plus confiante à embarquer sur l'option de l'agriculture comme secteur d'emploi. Dans notre cas, nous avons bénéficié de l'appui technique de l'IITA avec une formation de print. Cette formation nous permet non seulement de produire, mais plus important, bénéficier de la chaîne de valeur allant de la production à la transformation et la commercialisation. Cette modernisation de l'agriculture est attrayante pour nous. Ce centre est géré par l'Institut international de l'agriculture tropicale, IITA, de Tanzanie. Pour ses responsables, c'est une belle expérience. En plus de l'encadrement technique, mon institution met à la disposition des jeunes notre focus premier, qui est de s'assurer de la détermination mentale de nos jeunes. Certes, notre objectif est de faire de ces jeunes des agriculteurs riches, mais le plus important est le côté innovant de la chaîne des valeurs. Le ministre Sidi Touré dit avoir pris bonne note de tout ce qu'il a entendu et vu lors de la présente émission d'imprégnation. L'agriculture est un fort potentiel de création d'emplois dans nos différents pays et il était bon que nous puissions voir les différents potentiels tels que cela peut exister dans les chaînes de valeur. Et ici, sur le centre de IITA, nous avons vu ce que la chaîne de valeur peut offrir en termes d'opportunités. Nous sommes contents d'avoir effectué cette visite et nous sommes fiers de ces jeunes qui savent se prendre en main et qui produisent pour pouvoir nourrir leur pays. Donc nos jeunes Ivoiriens peuvent produire pour pouvoir nourrir la Côte d'Ivoire. Avant cette visite de Kwembe, le ministre ivoirien et son conseil technique se sont fait expliquer le mode de fonctionnement de l'IITA de Tanzanie. C'est un centre de recherche et d'innovation et d'encadrement agricole. Une visite du dit centre a permis à la délégation ivoirienne de voir de plus près les équipements ultramodernes et leur productivité. De retour ici en Côte d'Ivoire, mais avant de poursuivre ce journal, sachez qu'en raison des problèmes techniques survenus dans la nuit du 29 au 30 avril dernier, les radios du groupe RTI, Fréquence 2 et Radio Côte d'Ivoire rencontrent des difficultés d'émission. La RTI s'excuse auprès de ses auditeurs et met tout en œuvre afin que cette situation soit rapidement résolue. Toutefois, ces deux stations de radio restent disponibles sur le live streaming via le site internet www.rti.ci. L'université Peleforo Bon-Coulibaly de Korogo va bientôt agrandir son espace. Elle couvrira à terme une superficie de 14 hectares afin d'accueillir plus de 20 000 étudiants contre 6 000 actuellement. Le projet a été présenté ce week-end à Korogo par une délégation du PDU, le programme de décentralisation des universités. C'était en présence de notre reporter Patricia Omouetia. Cette mission d'explication vise à recueillir les contributions des acteurs concernés par le fonctionnement de cette université. Pour une bonne compréhension du projet, une présentation visuelle a été projetée à l'assistance. Les installations existantes seront renforcées par plusieurs amphithéâtres et des salles de travaux dirigées. Le but principal de ce programme consiste à donner un contenu réel à la politique du gouvernement en matière d'investissement dans les universités pour accueillir le maximum d'étudiants et leur donner la chance d'obtenir des diplômes et de participer à la construction de la Côte d'Ivoire émergente. Nous sommes heureux parce que notre université est une jeune université issue de la transformation de l'ex-URES de Korogo en université de plein exercice, ce qui naturellement a fait ressortir un certain nombre de besoins en termes de ressources humaines, besoins en termes d'infrastructures académiques, mais aussi besoins en termes d'infrastructures socio-culturelles et d'infrastructures sociales. Nous pensons que ce qui est fait à travers le programme
de décentralisation des universités contribue à résoudre ces problèmes. Selon les experts, ces futures installations pourront accueillir jusqu'à plus de 20 000 étudiants. Ce projet d'extension-là, en tout cas, est le bienvenu, puisque ça va permettre un peu d'élargir la capacité d'accueil de l'université Peleforo-Gbon Coulibaly, vu que la capacité d'accueil actuelle est déjà en déphasage total avec l'effectif présent des étudiants. Le PDU, le programme de décentralisation des universités, est une initiative du gouvernement ivoirien pour accélérer le développement des investissements en milieu universitaire. Après 2020, l'État se propose de construire des universités à Abangourou, Daoukro, Odiéné et Dabou. Et direction Sassandra, où le Centre civique d'action pour le développement du village de Guédipo est désormais opérationnel. Et cela grâce à l'appui financier de l'Union européenne et de l'UNICEF. 150 enfants en conflit avec la loi pourront donc bénéficier de 9 mois de formation civique et citoyenne et ainsi apprendre un métier. L'inauguration de ce deuxième centre, après celui de Bimbresso, a eu lieu le vendredi dernier, suivant la correspondance de Sam Conan. Je suis très heureux parce que c'est ma première fois de m'asseoir auprès des autorités comme ça. Et je vais m'asseoir encore avec le président de la République auprès de moi pour ne plus être un enfant de la rue. Ce jeune homme n'a certainement jamais imaginé partager un repas avec des autorités du pays, lui qui mangeait dans la rue. Aujourd'hui, grâce au Centre civique d'action pour le développement, c'est chose faite. Et comme lui, ces 150 enfants en conflit avec la loi et qui ont saisi la main tendue du gouvernement se retrouvent au Centre civique d'action pour le développement des Guédipo dans le département de Sassandra. Après celui de Bimbresso, inauguré en décembre 2017, ce second centre vient d'être mis à la disposition de ses pensionnaires. Si l'État détient des instruments sécuritaires pour traiter les conséquences de la vulnérabilité et de la radicalisation des jeunes, il privilégie également les actions de prévention. C'est à cette fin que répond la mise en service du service d'action pour le développement de Guédipo. La cérémonie d'inauguration de ce centre vient ainsi confirmer la volonté du gouvernement de trouver une solution durable aux questions de vulnérabilité et de civisme de sa jeunesse. Les partenaires au développement que sont l'UNICEF et l'Union européenne saluent l'engagement du gouvernement. Lutter efficacement contre l'incivisme et la marginalisation des jeunes et accélérer l'insertion sociale et professionnelle. L'emploi des jeunes est une priorité de ce pays. Le président Ouattara l'a rappelé maintes fois et aussi d'ailleurs le chef du gouvernement et le vice-président. Alors je pense qu'en premier lieu, il faut insister sur la qualité des formations professionnelles qui vont être proposées aux jeunes et aussi, c'est tout aussi important que ces formations soient en adéquation avec le marché de l'emploi local. Durant 9 mois, ces pensionnaires bénéficieront des formations en élevage de poulets traditionnels améliorés, d'élevage de porcs, des techniques de culture hors sol, de culture maraîchère, de transformation des produits agricoles, d'artisanat, de réparation des réfrigérateurs et de transformation des poissons et des produits halieutiques. Ils recevront également une formation civique et citoyenne et une formation en alphabétisation ou une remise à niveau scolaire. Un kit d'accompagnement et d'insertion leur sera donné à la fin de la formation. Et si le gouvernement trouve des solutions au phénomène d'enfants en conflit avec la loi, il en trouve également pour la gestion des ordures dans le district d'Abidjan. La décharge d'Akwedo sera bientôt fermée. Elle ne répond plus aux normes. Et pour pallier la situation, une gestion moderne des déchets s'impose, d'où la construction d'un centre d'enfouissement technique à Kosiouin, dans la sous-préfecture de Sangon. Selon les responsables des travaux, ce centre devrait recevoir ses premiers déchets dès juillet prochain. C'est un document signé Grace Kando. Un vol d'oiseaux au milieu d'un dépotoir à ciel ouvert. Scène ordinaire de vie quotidienne à Akwedo. L'unique dépôt à ordures du district d'Abidjan créé il y a 53 ans. Comme chaque matin, des centaines de fouilleurs prennent d'assaut les camions de la voirie pour récupérer des plastiques, des chaussures et des vêtements pour assurer leur survie au quotidien.
Parmi eux, Ibrahim, qui vient tous les jours à Akwedo, son gagne-pain. Chaque matin, il vient ici, il ramasse caoutchouc avec les bouteilles, avec les fils, avec le fer, les choix. Il y a le paysan qui vient payer avec nous. Voilà, c'est ça. Nous aussi, on mange avec ça. Je fais ça, ça vaut 10 ans. Souvent, ça nous rend malades, comme les maux de rein, pâlis, avec les plaies du ventre. Parce qu'elle est une menace pour la santé des Ivoiriens, parce qu'elle pollue les sols, parce qu'elle est un danger pour l'environnement et la nappe phréatique, Akwedo vit ces dernières semaines. Cette décharge, qui accueille plus d'1 million de tonnes de déchets par an, va fermer ses portes en juillet prochain, au grand désespoir des fouilleurs. Nous, on ne sait pas ce qu'on est devenu. Si vous avez fermé des déchets là, il n'y a plus rien. Il n'y a pas de travail on peut faire. C'est ça qui nous arrange. On gagne l'argent. Par jour, tu peux gagner 5 000. Tu peux gagner 2 000. La maman de mon mari, là, elle a bobo. Si elle est fermée, là, je vais partir là-bas pour débrouiller. Pendant que la fermeture de la décharge d'Akwedo attriste les fouilleurs, autorités, populations et riverains se réjouissent de cette mesure. Sur l'autoroute du Nord, à une 50aine de kilomètres d'Abidjan, voici le futur site qui remplacera Akwedo, un chantier géant pour la construction du nouveau centre d'enfouissement des déchets dont les travaux sont en cours. Bâti sur une superficie de 100 hectares, ce centre va accueillir jusqu'à 1 300 000 tonnes de déchets par an qui pourraient être stockés pendant 7 ans. Et d'après les responsables du chantier, les travaux avancent à grands pas. Les travaux d'excavation, c'est ce qu'on voit, ils sont pratiquement terminés. Et on a déjà en position de vous dire qu'on va commencer les travaux d'étanchéité d'ici à 15 jours. Ça fait qu'au mois de juillet, on va être préparé pour, s'il y a besoin, recevoir les premiers déchets venus d'Abidjan. Les déchets, quand ils viendront dans ce centre, ils feront l'objet d'un premier contrôle à l'entrée, où on ferait la pesée, de contrôler, pour voir s'il n'y a pas de déchets dangereux dedans, les déchets radioactifs. Et une fois qu'on est rassuré, ces déchets-là seront convoyés ici. Et étant dans le casier, il y a les engins appropriés qui vont les prendre, les étaler, les compacter. Et il faut savoir que dans le casier, vous avez toutes les mesures de sécurité qui protègent le sous-sol, autant sur les flancs que dans le fond. Et donc vous aurez de l'argile qui sera compactée. Après, vous aurez des géomembranes qui sont disposées, qui nous permet de nous assurer que l'exivia, l'eau polluée, ne va pas aller en profondeur. Pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux, la ministre Anne-Désirée Oloto effectue une visite sur le chantier. Nous nous inscrivons parfaitement dans cette dynamique donc, de gestion moderne des déchets, en respectant donc les questions environnementales. Et cela nécessite naturellement la construction d'infrastructures modernes, des centres de groupage, des centres de transfert, ainsi qu'un centre de valorisation et d'enfouissement technique, le premier du genre en Côte d'Ivoire. Nous sommes venus constater l'évolution des travaux. Ils avancent très bien. La feuille de route est respectée par tous ces opérateurs. La création de ce centre d'enfouissement technique va générer plus de 10 000 emplois selon la ministre de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable. D'ailleurs, 250 camions et 350 caissons viennent tout juste d'être réceptionnés. Ils feront partie désormais du paysage de l'agglomération en participant à la collecte des ordures dans tout le district d'Abidjan. Reportage signé Grace Kando. Garango, c'est le plus peuplé des villages de la commune de Boisflé et par ailleurs le vivier agricole de la Maraoué. C'est un ouf de soulagement général dans la région parce que fini les obstacles à l'écoulement des produits agricoles de cette localité. Un pont relie désormais Garango à ces campements qui sont de véritables zones de production agricole. Coût de l'infrastructure, 18 millions de francs CFA investis par la mairie de Boisflé. Léon Brou de la station régionale RTI Boaké. Garango, plus de 8000 âmes à consonance agriculteur à 4 km de Boisflé.
D'ici sortent chaque année plus de 19 000 tonnes de cacao, 100 tonnes de café et 300 remorques de bananes. Mais que de difficultés des zones de production vers les différents marchés, surtout en saison de pluie. À l'origine, le manque de pont sur cette rivière, affluent du fleuve Bandama. C'était bois, on a mis sur le pont, mais quand le fleuve déborde, le bois disparaît. Même pour passer, même pour aller prendre nos bagages, on a des difficultés. Ce calvaire, plus qu'un vieux souvenir pour les populations de Garango. À la place du pont de Fortune, désormais, une infrastructure moderne sur l'affluent du fleuve Bandama. C'est une réalisation de la mairie de Boisflé pour faciliter l'écoulement des produits et attiser le vivre ensemble. C'est le pont de la cohésion aussi parce que ça relie Garango à tous les villages qui sont de l'autre côté. Je veux parler des villages Gouro, des villages Baoulé et ça participe de cette cohésion sociale au niveau de Boisflé parce que chez nous c'est le VB, c'est-à-dire le vrai brassage. 18 millions de francs CFA le coût du pont de Garango, un investissement fort apprécié des populations. Avant, ici, là, il y a plein de l'eau. Quand il pleut, on ne peut pas aller chercher produits. Mais maintenant, on remercie Dieu, il y a pont maintenant. On saura chercher nos produits sans problème. Nos produits sortent 24 sur 24. Et nous disons beaucoup merci au docteur Lebi Lucien. Le pont Léyebi, du nom du maire de Boisflé, un instrument de cohésion pour inciter les populations du village cosmopolite de Garango au travail. Objectif, produire davantage pour vivre dans le vrai bonheur, ou VB, synonyme du violet blanc, couleur de la Marawi. À Yamoussoukro, seulement à moins de 60 km de Boisflé, le CCDO vient de mettre la main sur un individu qui avait en sa possession plus de 7000 cartouches. Son nom, Yacouba Doudou, 56 ans, de nationalité nigérienne. Les éléments du Centre de coordination des décisions opérationnelles basé à Yamoussoukro l'ont mis aux arrêts grâce à la bonne coopération des populations. Le reportage de Kader Sogodogo. Groupement régional d'intervention et de sécurité GRI 11 du Centre de coordination des décisions opérationnelles CCDO basé à Yamoussoukro. Une équipe mobile fait son entrée. La prise du jour est de taille. Il s'agit de Yacouba Doudou, âgé de 56 ans, de nationalité nigérienne. L'individu a été pris avec en sa possession 7076 cartouches. Sa marchandise serait venue du Mali voisin et n'a pas souffert pour franchir les différents corridors jusqu'à Yamoussoukro. Si j'ai payé au Mali, là, je dois les sauver des remorques. Voilà. Quand je dois sauver des remorques, je donne mon numéro ici à Yamoussoukro. S'il est arrivé à Yamoussoukro, il m'appelle. Je suis arrivé, voilà, viens prendre ton bagage. Alors, quand je suis arrivé ici, il dit j'ai donné 1 million. Le commandant de CCD, il dit il ne veut pas. La réussite de cette arrestation est le fruit de la collaboration entre les forces de sécurité et la population. Une relation qui doit s'intensifier pour une sécurisation parfaite. Quand ces malfrats ont pris la main dans le sac, ils ont tendance toujours à proposer de l'argent. Bon, ce qu'il a fait, mais nous travaillons pour la population et il faudrait que cette population également ait confiance en nous. Alors on ne peut pas passer inaperçu et puis laisser ces genres de choses, ces genres d'activités-là prospérer dans notre capitale. C'est un membre de la population également qui nous a fait confiance et qui nous a appelés pour nous signifier ces faits-là. Donc il est bon que la population elle-même collabore avec les agents de force de l'ordre. Nous existons, c'est pour la population. Pour l'heure, Yacouba Doudou a été remis aux hommes du commissaire divisionnaire Binaté Youssouf, préfet de police de Yamoussoukro, pour ouvrir une enquête sur la provenance, la destination et l'usage de ces cartouches. Rendons-nous à présent à Bogolo, dans le département de Séguéla. L'on vient d'inaugurer un château d'eau dans le village. C'était samedi dernier, au cours d'une cérémonie festive qui a réuni tous les fils et toutes les filles de la localité. Ngana Konaté y était aussi pour RTI. Fini les longues distances à parcourir à la recherche d'eau de marigot. Fini les moments d'incertitude et de stress des périodes de sécheresse. Bogolo, village du département de Séguéla, a désormais son château d'eau. L'inauguration a été faite par Ladji Bakayoko, parrain de la cérémonie. L'eau, c'est la vie.
Et donner de l'eau potable à une population, c'est donner la santé. Afin de traduire leur joie pour avoir bénéficié de ce système hydraulique amélioré, les populations ont organisé une cérémonie festive. Pour le président du comité d'organisation, les populations ne seront plus exposées aux maladies liées à la mauvaise qualité de l'eau. Après l'utilisation des eaux de rivière et de marigots, nous voilà à l'inauguration du château d'eau qui nous éloigne des maladies hydriques telles que les vers de Guinée, la bilharziose et que sais-je encore. Avec cette infrastructure hydraulique améliorée, c'est une nouvelle vie qui commence pour les femmes de Gbogolo. En période de sécheresse, vraiment, on avait toutes sortes de difficultés pour avoir de l'eau potable. Nous remercions vraiment le président Alassane Ouattara. En tout cas, nous sommes très contents du président Alassane Ouattara. Comme il a dit, chose promise, chose due. 3 villages seront connectés au château d'eau de Gbogolo, qui a une capacité de 20 mètres cubes pour une population estimée à 3000 habitants. En attendant la fin des travaux de canalisation qui aboutiront à l'installation des compteurs d'eau à domicile, le village de Gbogolo est dans la joie, en témoignent ces images. L'AIPD, c'est l'Association interreligieuse pour la paix et le développement. Elle a procédé hier au lancement de ses activités à Grand-Bassam. L'objectif de l'AIPD est clair, c'est de sensibiliser religieux et population à une paix durable et véritable en Côte d'Ivoire et partout dans le monde. Patricia Omoitia. Signature de la résolution pour l'Association interreligieuse pour la paix par les leaders religieux et les ambassadeurs de la paix. Cet acte a pour objectif de faire la promotion de la paix et de sensibiliser à l'amour et à la fraternité. Notre mission, c'est de faire la promotion des valeurs de la paix dans le monde et de participer à toute initiative qui contribue à l'avènement et à la promotion de la paix dans le monde. Et nos valeurs invitent l'humanité à construire la paix sur des bases solides. Pour l'imam Dramé Moussa, ambassadeur de la paix et vice-président de la fédération, une paix durable n'est possible que si elle est fondée sur l'amour vrai. Nous allons commencer par nos lieux de culte pour sensibiliser nos fidèles et aussi les Ivoiriens. Nous sommes à peu près plus de 80% de la population qui croit en Dieu. La diversité, c'est Dieu qui l'a créée. Nous n'avons pas à nous opposer. Et nous sommes obligés de nous mettre ensemble, chrétiens, musulmans, bouddhistes, pour que la paix soit une réalité. Pour nous, la Côte d'Ivoire a commencé à sentir l'odeur de la paix. Mais le maintien de la paix devient une autre chose. Le thème de ce lancement est « Le rôle des religieux dans le processus de paix durable permettra d'arrêter la feuille de route de la Fédération pour l'année 2018-2019 ». Un mot de sport, football, 23e journée Ligue 1. Le derby entre la SEC Mimosa et l'Africa Sport a tourné hier dimanche à l'avantage des jaunes et noirs qui ont battu leur rival de tous les jours, l'Africa Sport d'Abidjan, par un score de 3-2. Des joueurs de l'Africa pourtant très engagés au cours de ce match. Je vous propose les buts à chaud. Bonne opportunité avec cette Coupe de la Confédération, même si l'objectif premier du côté du président du conseil d'administration était... Attention, Ahmed Touré, Sa Majesté Ahmed Touré, toujours Ahmed Touré, et le redoutable Ahmed Touré, il ouvre le score dans ce derby, comme au match aller. Diomane Mamadou, il part, il shoot, Cissé, Abdul Karim, mais l'Africa va égaliser. L'absence de la défense de la 5 Mimosa, l'Africa égalise après le bon comportement de Cissé Abdul. Gramo est passé, Gramo, il a une fenêtre de tir, Gramo! Exceptionnel! Ah oui, c'est bon cette fois, il a fini par faire mal à son ancienne équipe, Gramo B! La SEC dont l'objectif était de faire la fête ce soir, avec un bon ballon, attention, la demi-volée! L'égalisation de la SEC Mimosa. Le Simba face à Blaise Dior Talin. Touré
Ahmed se lance, il frappe, contre-pied parfait. Il ouvre bien son pied et ça fait 3-2. Le premier penalty réussi cette saison par Ahmed Touré permet à la SEC Mimosa de revenir à 3-2. Que c'est fou, que c'est exceptionnel. 3-2, la SEC célèbre ainsi son 26e titre de champion de Côte d'Ivoire. Je vous le disais, il n'y a pas longtemps, en raison des problèmes techniques survenus dans la nuit du 29 au 30 avril dernier, les radios du groupe RTI, Fréquence 2 et Radio Côte d'Ivoire rencontraient des difficultés d'émission. La RTI s'excusait donc auprès de tous ses auditeurs et a tout mis en œuvre afin que cette situation soit rapidement résolue. Eh bien, c'est chose faite. La situation est rétablie. Les deux stations de radio émettent de nouveau sur leur fréquence habituelle. Merci de toujours nous suivre sur la chaîne qui rassemble.